Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président Teodoro Obiang Bazogo à la rencontre des populations. Il a entamé ce samedi une tournée à l'intérieur de la Guinée équatoriale. Choc et émoi en Tunisie après l'attentat de Sousse. Un conseil national sécuritaire s'est tenu ce dimanche à Tunis pour répondre à la menace djihadiste et puis levée partielle de l'embargo sur le diamant centrafricain. Sont concernés les diamants extraits dans la zone verte, c'est-à-dire dans l'ouest de la République centrafricaine. Mais avant de développer ces titres, élections municipales, communales et locales ce dimanche au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux et communaux dans 77 communes, ainsi que les conseils de ville et de quartiers de ville. À noter que ces élections reportées à 2 reprises s'inscrivent dans un calendrier un peu particulier. Elles se tiennent 2 mois seulement après les législatives et à 8 mois du premier tour de la présidentielle. Le président Boni Yaï s'est justement exprimé sur l'enjeu de ces élections. Écoutons-le. Notre cher parti est en marche. La meilleure manière de contrer les impairs, excusez-moi le terme, de la mondialisation, c'est d'engager cette réforme structurelle, c'est-à-dire la décentralisation, qui nous renvoie véritablement au développement à la base. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a entamé ce samedi une tournée à l'intérieur du pays, à l'occasion pour le chef de l'État d'annoncer le développement de plusieurs projets d'infrastructures. C'est un reportage de Policarpo Edoumassa et de Serge Kofi, nos correspondants en Guinée équatoriale. Le président Obiang Bazogo à la rencontre des populations de Kogo, un district enclavé de la province du littoral. Le chef de l'État a exposé le processus de développement entamé par le gouvernement équato-guinéen dans la région. Ici à Kogo, ces 2 dernières années, des infrastructures se sont développées, à savoir un hôtel 5 étoiles pour favoriser le tourisme, un front de mer de 10 hectares sur la rivière Mouni et un terminal qui facilite la navigation fluviale vers les ports du pays et de Libreville, la capitale gabonaise, plus au sud. Tous les projets développés ici ont pour objectif de donner une impulsion à l'industrie touristique. En complément à l'offre qui existe, à savoir cet hôtel de 5 étoiles, nous allons construire un club nautique de dernière génération fluviale, quelque chose de spectaculaire. Un palais de congrès avec une coupole en bas de 3 usages et un parc de divertissement pour toute la population, non seulement de Kogo, mais environnant. Tous ces projets sont complémentaires les uns aux autres. Lors de cette visite, le président Obiang Bazogo a annoncé la mise en place de 3 districts urbains qui serviront de centres nucléaires de développement. Des districts dans lesquels seront développés des projets d'infrastructure. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement veut appuyer le développement des petites villes. Dans ces dernières, nous allons mettre en place la lumière, l'eau et les infrastructures. J'ai choisi lors de ces voyages 3 villages qui vont se convertir d'ici peu comme centres nucléaires pilotes de développement. La tournée républicaine du président Teodoro Obiang Bazogo s'inscrit dans une rencontre formelle des populations. Kogo représente la première étape de cette tournée. La Tunisie sous le choc au surlendemain de l'attentat le plus meurtrier de son histoire contemporaine. Face à la menace grandissante, le gouvernement a convoqué ce dimanche un conseil national sécuritaire à Tunis. Objectif, élaborer des mesures de sécurité adéquates et rassurer population et touristes. Anne-Marie Diaz-Borges. La Tunisie face à la menace terroriste suite à la fusillade sur une plage de Sousse vendredi 26 juin. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique et dans lequel 38 personnes ont perdu la vie, pour la plupart des touristes étrangers. Alors que les forces de l'ordre ont remplacé les vacanciers dans cette ville hautement touristique, le gouvernement a convoqué ce dimanche matin un conseil national sécuritaire à Tunis. Objectif, mettre au point un plan d'action efficace pour répondre à la menace djihadiste. On va s'attendre à ce que beaucoup de citoyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts réclament, c'est-à-dire l'état d'urgence. Déjà, le gouvernement a décidé d'appeler une partie de l'armée des réserves et donc la suite de ça, on s'attend donc à un état d'urgence, mais aussi à des dispositifs de coopération beaucoup plus évolués et beaucoup plus outillés entre l'armée et les forces de l'ordre intérieur. À la question sécuritaire s'ajoute celle des
les enjeux économiques, le secteur du tourisme fait vivre près de 400 000 personnes en Tunisie. Cela représente près de 25% du PIB et 7% des recettes de l'État. Le secteur du tourisme ne peut pas à lui seul être le fleuron de l'économie. On doit se tourner vers l'agriculture, la suffisance alimentaire, se tourner aussi vers les technologies de l'information, sur les services à haute valeur ajoutée, avec des créations de services financiers performants, l'intelligence et des produits à très haute valeur ajoutée qui peuvent donc concurrencer au niveau international par leur qualité. La Tunisie frappée au cœur de son économie depuis la Révolution, puis l'attentat du très populaire musée du Bardo en mars 2015, le secteur du tourisme enregistre de mauvais résultats avec un recul de près de 25,7% du nombre de touristes. La stratégie des attaques contre le terrorisme n'est pas nouvelle. Les islamistes radicaux avaient tenté de la même façon de déstabiliser l'Égypte par un attentat à Luxor en 1997 ainsi qu'à Marrakech au Maroc en 2011. À noter que l'Algérie vient de déployer 25 000 hommes sur ses frontières avec la Tunisie pour accentuer les contrôles d'identité au niveau des points de passage entre les deux pays et ainsi empêcher l'infiltration d'éléments djihadistes. Dans l'actualité également, report du recensement préélectoral en Centrafrique. Initialement prévu pour ce vendredi dans le 3e arrondissement de Bangui, il ne démarrera que lundi, un décalage qui fait suite à l'agression d'un conseiller du maire de cet arrondissement lors de la cérémonie de lancement officiel de la campagne. Les agresseurs seraient, selon certaines sources, des membres de la Seleka. Toujours en Centrafrique, c'est une bouffée d'oxygène pour les autorités de transition. L'Assemblée du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce du diamant, a levé partiellement l'embargo sur le diamant centrafricain. La décision a été prise ce vendredi à Luanda, en Angola. Explication avec Lizelzi Akizimana. Le diamant centrafricain va bientôt se retrouver sur le marché international. La décision est tombée vendredi 26 juin lors de la réunion tenue à Luanda, en Angola, par l'Assemblée du processus de Kimberley, l'organisation qui régule depuis 2000 le commerce international du diamant. Même s'il ne s'agit que d'une levée partielle sur le commerce du diamant de la République centrafricaine, les autorités s'en réjouissent. Cela marque en effet l'aboutissement dans le combat. C'est un geste qui est très très important pour la Centrafrique parce que en y intégrant le processus de Kimberley, c'est un processus de certification, si vous voulez, de la provenance des diamants qui sont vendus sur le marché international, en particulier sur la place d'Anvers. Vous avez aussi l'Inde qui est rentré là-dedans. Quand on intègre un pays dans le processus de Kimberley, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces diamants sont vendables sur le marché international de manière claire. Le processus de Kimberley avait interdit depuis 2013 la commercialisation des diamants en provenance de la Centrafrique. Et pour cause, la présence des hommes armés qui utiliseraient ce commerce pour entretenir les conflits. Cette décision permettra donc d'assurer la traçabilité du diamant centrafricain. On coupe les pieds aux bandes armées puisque dorénavant l'État peut vendre de manière officielle sur le marché international ses productions au lieu de passer par des filières qui sont des filières que personnellement j'appelle des filières crapuleuses et qui servent à financer, si vous voulez, des mouvements de déstabilisation. Donc on donne la possibilité à l'État centrafricain de pouvoir vendre ces diamants sur le monde entier et par ricochet, ça va de soi, les recettes d'exportation qui viennent là, ça peut servir, si vous voulez, au redémarrage de l'économie centrafricaine, dans la mesure où le diamant, si vous voulez, son exploitation est pénible, mais en termes de retour sur investissement, le retour sur investissement est d'un très très haut niveau. La levée partielle de l'embargo sur le diamant centrafricain devrait également permettre de lutter contre le trafic illicite et surtout booster l'économie du pays. Avant la crise, plus de 500 000 Centrafricains travaillaient dans l'exploitation des pierres précieuses, une activité qui faisait vivre plus d'1 million de personnes. Le pays produisait entre 900 000 à 1 million de carats par an. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.